Aujourd'hui, un soldat est équipé d'armes sophistiquées, mais dans le passé, seule l'épée régnait en maître sur le champ de bataille. Contrairement aux armes à feu, les épées étaient tout un symbole de la force guerrière et elles avaient même une personnalité propre. Certaines étaient considérées comme magiques, d'autres légendaires. Prenez par exemple l'épée de Saint Galgano, dont on dit qu'elle est la véritable Excalibur, ou l'épée légendaire du grand rebelle écossais William Wallace. Découvrez les 10 épées les plus légendaires qui existent réellement et continuez à regarder jusqu'à notre numéro 1, l'épée qui fait trembler toutes les autres. L'épée dans la pierre dans la chapelle de San Galgano. Vous connaissez sûrement la légende du roi Arthur et son épée figée dans la pierre. Mais savez-vous qu'il existe réellement une telle épée dans l'abbaye cistercienne de Montesiepi en Toscane italienne? Il existe une différence notable toutefois. Le roi Arthur était un souverain honorable alors que le chevalier à qui appartenait cette épée avait la réputation d'être arrogant et égoïste. Un jour, Galgano Guidotti, qui vivait à Montesiepi, eut la vision de l'archange Michael, l'intimidant de renoncer à sa vie grandiose. Galgano répondit alors que cet exploit serait tout aussi impossible que frapper un rocher de son épée. Voulant démontrer ses propos, Galgano frappa un rocher avec son épée. À sa grande surprise, l'épée glissa dans la pierre comme dans du beurre. Cette épée du XIIe siècle finit par être connue sous le nom de l'épée dans la pierre de San Galgano. Vous pouvez la voir profondément enfoncée jusqu'à la garde, dans une roche, au centre de la chapelle Montesiepi. Durandal. Les légendes médiévales sur les 12 paladins qui ont suivi l'empereur romain Charlemagne au 8e siècle sont assez populaires. Mais un paladin en particulier, dénommé Roland, était célèbre pour son immense courage et son épée d'acier d'un blanc étincelant, dénommée Durandal. D'après la légende, Durandal abritait 4 reliques sacrées dans sa garde dorée. La robe de Sainte Marie, la dent de Saint Pierre, le sang de Saint Basile et quelques mèches de cheveux de Saint Denis. Comme la plupart des légendes de cette époque, les origines de Durandal sont entourées d'un épais mystère. Un poème intitulé « La chanson de Roland » décrit Durandal comme une épée indestructible et anormalement aiguisée qui permit à Roland de remporter de nombreuses victoires. Selon la légende, Roland fut finalement battu lors de la bataille de Roncevaux et essaya alors de briser son épée en vain. Sa tentative infructueuse aboutit à la création de la brèche de Roland, une trouée naturelle de 40 mètres de largeur dans les Hautes-Pyrénées. D'après le folklore local, Durandal existerait encore et serait encastré dans la paroi d'une falaise à Rocamadour. Kusanagi no Tsurugi. La légendaire épée japonaise Kusanagi no Tsurugi est l'un des 3 régalias impériaux du Japon. Son nom entier est Amnomura Kumo no Tsurugi, ce qui signifie « épée du ciel aux nuages regroupés ». D'après la mythologie japonaise, Susanoo, le dieu des tempêtes dans le shintoïsme, créa l'épée à l'intérieur du corps d'un serpent à 8 têtes appelé Yamata no Orochi. Selon la légende, Susanoo tua le serpent et offrit l'épée à sa sœur Amaterasu, la déesse du soleil. Amaterasu donna ensuite l'épée au fils de l'empereur japonais Yamato Takeru, qui la brandit ensuite pour battre ses ennemis. De nos jours, l'épée, trésor national du Japon, est conservée dans le sanctuaire Atsuta-jingu à Nagoya. Pourtant, d'après nos rapports historiques, l'épée aurait été à jamais perdue pendant la bataille de Dan no Ura au XIIe siècle. L'épée qui se trouve actuellement dans le sanctuaire n'est pas exposée. Il est donc difficile de dire avec certitude à quoi elle ressemble, ni même si elle est effectivement conservée dans ces lieux. L'épée de William Wallace. La grande épée écossaise utilisée par le célèbre chevalier écossais William Wallace est fièrement exposée au National Wallace Memorial à Stirling, en Écosse. Wallace était l'un des principaux chefs écossais ayant combattu pour l'indépendance de l'Écosse et son épée démesurée est phénoménale. La lame fait 130 cm de long et l'épée pèse près de 3 kg. D'après la légende, Wallace portait cette épée pendant la célèbre bataille de Falkirk en 1298 et ne l'a plus quittée jusqu'à son exécution en 1305. L'épée de William Wallace a changé de main plusieurs fois pendant les 700 années qui ont suivi avant de retrouver son lieu de repos éternel dans la salle des héros du Monument national dédié à la mémoire de Wallace. Mais rien dans toute l'histoire incroyable du révolutionnaire William Wallace ne prouve avec certitude qu'il possédait réellement cette épée. L'authenticité de l'artefact est peut-être incertaine, mais une chose est sûre, elle représente un symbole de la lutte pour l'indépendance de l'Écosse du joug britannique. L'épée de Gujian. En 1965, des fouilles dans une tombe à Hubei, en Chine, ont permis de mettre au jour un artefact impressionnant, la célèbre épée de Gujian. Les archéologues estiment qu'elle date de 771 à 403 avant Jésus-Christ. L'épée était miraculeusement intacte
et en parfait état, ce qui a déconcerté les chercheurs. Bien qu'elle ait été enterrée dans un environnement humide pendant près de 2 millénaires, elle n'a pas paru en souffrir. Les gravures sur la garde ont révélé l'identité de la célèbre épée. Elle est composée de cuivre, d'étain, de bronze et d'un peu de fer. La lame au niveau de la garde est ornée de magnifiques gravures. L'épée appartenait au roi Gujian de l'état de Yue, l'un des empereurs les plus connus de cette époque. L'épée de Gujian est considérée trésor national de Chine du fait de sa résistance mythique. Elle est exposée au musée provincial du Hubei. Joyeuse. Joyeuse était l'épée de Charlemagne, roi des Francs. À l'époque, Joyeuse était l'une des épées les plus célèbres du monde, utilisée lors du sacre des rois français. Utilisée pour la première fois dans un couronnement en 1270, elle a ensuite été conservée dans la basilique de Saint-Denis en 1505, avant d'entrer dans la collection du musée du Louvre en 1793, où elle réside encore à ce jour, même si nous ignorons s'il s'agit de l'épée originale. Selon la légende, Joyeuse fut forgée par Gallas, un célèbre forgeron. Il mit 3 ans à forger l'arme redoutable. Joyeuse avait la réputation de détenir des pouvoirs magiques et de rivaliser avec l'éclat du soleil au point d'aveugler les ennemis pendant les batailles. Celui qui portait l'épée était censé être immunisé contre les poisons. Selon un rapport, Charlemagne perdit un jour l'épée et offrit une forte récompense à celui qui ramènerait son précieux bien. Un de ses chevaliers trouva l'épée et la restitua à Charlemagne qui le remercia en plantant l'épée dans le sol et en déclarant que les terres avoisinantes appartenaient désormais au chevalier. C'est ainsi que naquit la ville française de Joyeuse. L'épée à 7 branches. L'épée à 7 branches, ou Nanatsusaya no Tachi, est l'un des plus anciens trésors du Japon et présente une apparence unique. Elle porte 3 paires de saillies en forme de branches sur chaque côté de la lame principale. Ces 6 saillies et la pointe de la lame centrale forment les 7 branches emblématiques de l'arme. Une inscription sur le côté de la lame indique que l'épée a été fabriquée avec de l'acier trempé 100 fois et qu'elle possède le pouvoir supernaturel de repousser les forces ennemies. L'ouvrage de littérature historique Nihon Shoki mentionne que l'épée était un cadeau du roi coréen Baekje au dirigeant Yamato lors de la 52e année du règne de l'impératrice semi-mythique Jingu. L'épée mesure 73 cm de long et a été forgée avec du fer. Elle était principalement utilisée lors de cérémonies, d'autant que la conception curieuse de sa lame ne la rend pas très pratique pour le combat. En 1945, l'épée à 7 branches a été redécouverte dans le sanctuaire Shinto Izonokami Jingu, vieux de 2000 ans. Le sabre de Napoléon. Le sabre de l'empereur français Napoléon Bonaparte est considéré comme une œuvre d'art et a été classé monument historique en France. Napoléon l'a utilisé lors de la bataille de Marengo en 1800. Après avoir pris le pouvoir lors d'un coup d'État, il s'est servi de sa victoire à Marengo pour entériner son pouvoir et son autorité en France. Cela a augmenté la valeur du sabre, surtout après que Napoléon se soit couronné empereur en 1804. Le sabre mesure 81 cm de long et sa lame est incurvée, ce qui était pratique pour procéder aux décapitations. Selon les archives, Napoléon était fasciné et impressionné par l'utilisation des épées courbes par les Mamelouks en Égypte. Il a alors commandé un sabre de la même forme pour son usage personnel. Le sabre de Napoléon est resté dans la famille Bonaparte pendant des siècles, transmis de génération en génération. Malgré un différend au sein de la famille Bonaparte, le sabre de Napoléon a été mis aux enchères le 11 juin 2007. Il a été acheté pour près de 5 millions d'euros par une femme qui souhaitait l'offrir à son mari. Les biens de Napoléon sont extensivement protégés par les autorités françaises et les conditions de la vente interdisent de faire sortir le sabre du pays. Les lames maudites de Muramasa. Muramasa Sengo était l'un des plus grands forgerons de sabres japonais. Ces sabres étaient admirés dans tout l'empire japonais pour leur beauté et leur solidité. Selon la légende, Muramasa a un jour demandé aux dieux de faire de ses épées de grands destructeurs. L'homme était connu pour son amour de la violence. Ses prières ont été exaucées, les sabres sont devenus extrêmement dangereux. Mais il y avait une contrepartie. Celui qui les maniait était maudit. Les sabres Muramasa, assoiffés de sang, ont une volonté propre et se retournent contre leurs propriétaires lorsqu'ils n'ont pas fait couler le sang. Les autorités impériales ont alors interdit tous les sabres Muramasa et détruit la plupart des armes maudites, mais certains ont pu être préservés et sont aujourd'hui exposés dans des musées au Japon. Norimitsu Odachi. Et enfin, notre numéro 1 est Norimitsu Odachi, le mystérieux sabre katana géant d'Okiyama. L'épée mesure 370 cm de long et pèse la bagatelle de 14,5 kg. Qui aurait pu être assez fort pour manier cette machine, à moins bien sûr d'être un samouraï géant? Le gigantesque sabre Norimitsu Odachi est visible au sanctuaire de Kibitsu, dans la préfecture d'Okiyama, au Japon. Il a été fabriqué au XVe siècle, mais il n'est pas certain qu'il ait été utilisé en combat.
Pour certains experts, ils servaient d'exemple pour montrer le talent des forgerons japonais. Les odashi étaient de longues épées semblables aux grandes épées européennes. Elles étaient utilisées dans les guerres durant la période Nanbokucho du XIVe siècle. Les textes historiques japonais indiquent que ces grandes armes étaient principalement utilisées par les fantassins. Les odashi sont devenus obsolètes après avoir été considérés comme peu pratiques dans un combat. Alors que les odashi ordinaires ne mesuraient qu'1 mètre de long, le Norimitsu Odashi est beaucoup plus grand et les légendes affirment qu'un guerrier géant l'aurait forgé et manié. Les origines exactes de cette épée restent un grand mystère, mais c'est l'épée la plus spectaculaire du Japon. Voilà pour les 10 épées les plus légendaires du monde. Bien qu'elles soient spectaculaires, je ne voudrais pas les manier en combat car je serais certainement incapable de les soulever. Qu'en pensez-vous ? N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne.